Je vais donc lire le discours qu'en ce moment même le Premier ministre lit devant l'Assemblée. Avec une difficulté que je me permettrai de vous signaler au passage. L'Union européenne vient de vivre des moments difficiles et même historiques. Il y a toujours des esprits résignés qui pensent que l'on ne peut plus écrire l'histoire, que nos vieilles nations, fatiguées par le fardeau des siècles, devraient renoncer, que nos destins se décident ailleurs, indépendamment de nos volontés. Et il y a bien sûr, peut en exister, ceux qui souhaitent voir l'Europe se disloquer. Nos compatriotes qui ont suivi les évolutions sur ce plan au jour le jour ont bien senti qu'il y avait quelque chose de fondamental qui était en cause et que notre destin pouvait basculer. Car, bien sûr, c'est l'avenir de la Grèce, mais d'une certaine façon, c'est l'avenir de la construction européenne qui était en cause. Et une fois encore, au moment où nous nous exprimons, il faut constater que l'Europe est en train de surmonter une crise qui aurait pu être fatale. Sans un accord, en effet, nous aurions laissé un pays et abandonné un peuple à un sort extrêmement difficile. Dévaluation, inflation, effondrement des salaires, faillite des banques, des entreprises, risque de division, de déstabilisation, avec, et c'est moi qui l'ajoute, il faut le souligner, des conséquences pas seulement économiques, mais géopolitiques et géostratégiques, on en a parlé l'autre jour, que personne ne peut nier. Sans un accord, nous aurions donné une image inquiétante de l'Europe vis-à-vis du monde, c'est-à-dire de tous nos partenaires, des États-Unis, de la Chine et des autres grands pays, et nous aurions d'une certaine façon tiré un trait sur une certaine conception de la solidarité européenne. La France ne pouvait pas l'accepter et, au nom du gouvernement, je l'avais dit ici même il y a peu de jours. Mais notre pays a su faire entendre sa voix, peser de tout son poids, avec en particulier le président de la République. Nous avons estimé qu'on ne fait pas sortir un pays de l'Union comme cela, au gré des aléas, et que le fatalisme, les égoïsmes, chacun pour soi, quelles que soient les difficultés, ne pouvaient pas être le langage de l'Europe. La semaine dernière, je me rappelle que beaucoup d'entre vous, et même tous sans doute, aviez souhaité que nous débattions ici pour que la parole de la représentation nationale se fasse entendre, et le président Larcher était intervenu en ce sens. Et en effet, l'Europe doit se construire avec le peuple et ses représentants. Et donc, c'est dans cette même logique que le président de la République, le Premier ministre, ont souhaité que le Parlement se prononce par un vote sur le contenu de l'accord. Alors, quelques mots sur cet accord. D'abord, il est la réaffirmation que la place de la Grèce est dans la zone euro et pleinement dans l'Union européenne. Il n'y a donc pas de, le mot n'est pas très joli, de Grexit, ni de ce qu'on appelle le Grexit temporaire, idée en fait dangereuse et finalement, quand on réfléchit au mécanisme, assez impraticable, qui reviendrait sans doute au même. Nous entendons parler d'humiliation, mais même si les choses sont très difficiles, l'humiliation aurait été sans doute pour ce pays d'être chassé de la monnaie unique, alors que l'immense majorité des Grecs souhaitent la conserver. Et cet accord, c'est aussi la réaffirmation de la volonté de 19 États souverains de préserver l'intégrité et la stabilité de la zone euro. Quand on regarde les choses en détail, et c'est l'objet bien sûr de votre vote, l'accord, ce sont trois séries de dispositions principales. La première, c'est que la Grèce va pouvoir disposer de financements importants en contrepartie d'engagements sur un certain nombre de réformes. Il y a un nouveau programme d'aide financière sur 3 ans, dans le cadre de ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, entre 82 et 86 milliards d'euros, qui s'ajoute à 2 précédents programmes. C'est malheureusement indispensable au regard de la situation financière et économique d'un pays qui ne peut aujourd'hui absolument pas se financer sur les marchés. La négociation de ce programme va prendre nécessairement plusieurs semaines. Il y a donc urgence à mettre en place un financement relais dans les tout prochains jours. La Grèce a devant elle d'importantes échéances de remboursement, notamment vis-à-vis de la BCE, qui a joué et joue un rôle majeur pour apporter des liquidités. Et c'est pourquoi la France est pleinement mobilisée pour définir avec ses partenaires les modalités de ce financement.
Le nouveau programme d'aide financière sur 3 ans exige, et c'est normal, le respect de conditions strictes. Les pays de l'Union lient leur destin et donc ils se donnent des règles qui doivent valoir pour tous. Dès ce soir, la Grèce devrait voter des réformes importantes pour qu'il y ait plus de recettes concernant la TVA et sur le système de retraite, toujours sujet très délicat, pour en garantir la viabilité. La semaine prochaine, la Grèce doit faire adopter le Code de procédure civile, car il faut accélérer les procédures judiciaires et réduire les coûts. Et elle devra mener ensuite d'importantes réformes pour améliorer le fonctionnement de son économie. Je cite notamment le marché des biens de consommation, l'énergie ou encore le marché du travail. Un programme de privatisation est également prévu. Il y aura un fonds indépendant localisé en Grèce et placé sous l'autorité du gouvernement grec. Et la France y a insisté pour que la souveraineté de la Grèce soit respectée. Ce fonds va donc gérer la vente d'un certain nombre d'actifs. Les produits générés permettront à la Grèce de disposer progressivement d'une somme, d'un montant total de 50 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, pour rembourser la recapitalisation des banques, diminuer la dette et soutenir l'investissement et donc la croissance. Enfin, la Grèce s'engage à moderniser en profondeur son administration publique. Elle va créer notamment une agence des statistiques indépendantes. Rappelez-vous qu'il y avait eu des controverses sur des travestissements de la réalité. Les choix faits par le gouvernement de M. Tsipras ne sont certainement pas des choix faciles. Alors qu'ils ont déjà subi les effets d'une crise économique et sociale sans précédent, les Grecs devront faire des efforts supplémentaires, mais là est tout le problème, indispensables et sans commune mesure, j'insiste, avec l'appauvrissement de la population grecque qu'aurait provoqué un Grexit. Il faut toujours comparer deux solutions, même si les deux ont leurs inconvénients. Il faut saluer le courage du Premier ministre grec qui prend ici des décisions difficiles mais nécessaires dans l'intérêt supérieur de son pays. Et quand on veut soutenir la Grèce et M. Tsipras, alors il est préférable de ne pas faire le jeu de ceux qui voudraient sa sortie de la zone euro. Essentiellement par idéologie, un certain nombre militent aujourd'hui pour refuser l'accord, mais si on les suivait, cela pourrait faire en réalité le malheur des Grecs malgré eux. Le chemin choisi est davantage celui de la vérité, de la responsabilité. Le gouvernement grec doit aussi rétablir la confiance avec les partenaires européens, car beaucoup de temps, assurément, a été perdu depuis le mois de février. Mais il faut penser que c'est le seul chemin qui peut sortir durablement le pays de la crise et lui rendre donc sa souveraineté. Et les Grecs y tiennent beaucoup, avec raison, sa fierté. Car réformer son pays, moderniser son économie, rebâtir un État moderne qui fonctionne, mettre en place une vraie fiscalité, sont des nécessités pour un pays qui veut renouer avec les nécessaires compétitivités. Et la Grèce le sait. Et il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs les sénateurs, que la plupart des réformes figurant dans le texte de l'accord sont reprises des propositions du gouvernement du Premier ministre Tsipras qui ont été approuvées par le Parlement grec dans la nuit du 10 au 11. Une deuxième mesure importante de cet accord, c'est le traitement de la dette. C'était vital pour la Grèce pour qu'elle puisse commencer à envisager un avenir qui ne se limite pas au seul remboursement. L'Eurogroupe, en ce moment, réfléchit à des mesures permettant à la Grèce de retrouver un peu d'oxygène et de garantir la soutenabilité de la dette qui s'élève aujourd'hui à 180% de sa richesse. Ce point a été capital pour le Premier ministre Tsipras, il l'a obtenu. Le Fonds monétaire international a encore redit ce matin qu'il fallait alléger la dette grecque, et c'est bien ce que nous allons faire en reprofilant la dette, ce qui pourrait passer, mais ce n'est pas encore décidé, par un allongement de la durée de remboursement ou encore une réduction des taux d'intérêt. Et puis il y a la troisième mesure, qui est importante elle aussi, même si on la peut souligner, c'est que les Grecs vont disposer d'un programme d'investissement de 35 milliards au service de ce qui doit être la relance de la croissance. Cette somme viendra à la fois d'une utilisation des fonds structurels et des différents programmes de l'Union européenne, mais aussi de ce qu'on appelle le plan Juncker. Ce que nous portons à l'échelle européenne, s'agissant de la stratégie économique à mener, vaut aussi dans ce cas pour ce pays. Il ne peut pas y avoir de réforme efficace s'il n'y a pas des investissements et de la croissance.
Nous avons ici un accord donc difficile, mais nous apparaît-il responsable et qui doit s'inscrire dans la durée. Et je veux saluer l'implication du ministre des Finances, Michel Sapin, qui a œuvré sans relâche pour rapprocher les points de vue. Bien sûr, nous n'ignorons pas les difficultés, et il y aura encore assurément des rendez-vous compliqués pour la Grèce et pour l'Europe. Mais la Grèce va recevoir, je viens d'en parler, plus de 80 milliards d'euros d'aide financière et 35 milliards d'euros au service de la croissance, et voir sa dette rééchelonnée. Il y a des réformes à mener, mais sans cela, c'est-à-dire ces deux aspects, les difficultés lourdes réapparaîtront. Et si les réformes sont très exigeantes, c'est aussi, il faut le dire, parce qu'elles n'avaient jamais été menées. Cet accord, ce n'est pas un chèque en blanc, parce que nous demandons beaucoup à la Grèce, non pas évidemment, comme on le lit ici ou là, pour la punir, cela n'aurait pas de sens, mais pour l'accompagner dans un redressement économique qui est absolument indispensable. Ayons à l'esprit ceci, c'est que l'absence d'accord, et là encore il faut comparer deux pistes, aurait abouti avec certitude à ce que les 40 milliards de prêts que les contribuables français ont fait aux Grecs disparaissent à jamais. Ceux qui ont tout fait pour ce qu'on appelle le Grexit et qui ont appelé à punir, comme on le dit, les Grecs, appelaient en fait à nous punir nous-mêmes. Grâce à l'action de la France et d'autres pays, ce sont finalement aussi les intérêts des contribuables français qui sont protégés. Alors, le rôle de la France. La France a agi, je crois que personne ne le conteste, et singulièrement le président de la République, pour cet accord. C'était notre rôle et c'était son rôle, c'était ce qu'on attendait de notre pays, et il s'agissait de privilégier l'intérêt général, et en l'occurrence celui de l'Europe. Nous avons aussi une responsabilité envers la Grèce et le peuple grec. J'ai rappelé la semaine dernière que des liens singuliers, vous l'avez tous souligné, qui sont de nature historique, intellectuelle et autres, nous unissent à ce pays, peut-être parce que, mais ne pas rentrer dans une philosophie facile, nous sommes des nations qui partageons une même ambition un peu plus large que nous-mêmes et même parfois universelle. Et il y a longtemps, la Grèce, plus récemment la France, nous avons voulu que notre voix porte au-delà de nos frontières et qu'elle ait en quelque sorte un écho beaucoup plus large. Et nous estimons, sans utiliser de trop grands mots, que, s'agissant de la France, il n'est pas possible d'abandonner la Grèce, et que abandonner la Grèce, ce serait d'une certaine manière renoncer à ce que nous portons. Si notre voix a pesé, c'est pour différentes raisons, et notamment parce que, sur cet aspect, nous avons fait preuve de beaucoup de constance. Nous ne sommes pas laissés voguer au gré des calculs d'appareil, des atermoiements ou de certains contre-pieds tactiques du moment. Nous avons préféré avoir une ligne et nous y tenir. Si la France est au rendez-vous, c'est parce que cette cohérence a été, je crois, assurée. Et voilà ce que nous avons essayé de porter jusqu'au bout. La question de la France et de l'Allemagne a été souvent posée. Et j'ajoute cela dans la négociation iranienne, qui comportait de longs jours et de non moins longues nuits. J'en ai beaucoup parlé avec mon collègue et ami, M. Steinmeier. Il y a eu, à un certain moment, tel ou tel aspect différent. Mais finalement, l'Europe et la France ont pu compter sur la solidité du couple franco-allemand en allant puiser à la source de ce qui fait cette relation particulière. Nous savons bien que l'Allemagne et la France ont non seulement dépassé les haines, mais que la réconciliation est au-delà des ressentiments, des souffrances et de tels aspects du moment. Et cette dimension-là, on l'a vu prévaloir. La France et l'Allemagne, représentées en l'espèce par le président de la République et la chancelière, ont agi, nous semble-t-il, avec la conscience d'être les héritiers de tout cela et de la nécessité historique. Et je pense qu'il faut condamner avec beaucoup de force l'excès et même parfois l'indignité de certains propos avec des relents nationalistes et des phrases qui, en cherchant inutilement à atteindre l'Allemagne, font aussi du mal à l'Europe et à la France.
Former un couple, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, mais c'est savoir, le moment venu, se retrouver sur l'essentiel. Il peut y avoir des divergences, des désaccords, des sensibilités différentes, qui sont aussi celles de nos peuples. L'Allemagne a sa voix, la France a la sienne. C'est celle d'une Europe solidaire et responsable qui n'exclut personne et qui sait rassembler. Mais la solidité d'une amitié s'éprouve aussi au moment des difficultés. Et je pense qu'au final, la France et l'Allemagne ont fait preuve, au moment des décisions, d'une grande unité. Parce que nous savions au fond que si nous voulions trouver une solution, il fallait agir de concert. Le couple franco-allemand doit être décidé, ambitieux, équilibré. Il ne peut pas tout, parce qu'il ne dirige pas l'Europe. Mais sans lui, il faut convenir que l'Europe ne peut pas grand-chose. Mesdames et messieurs les sénateurs, la France conçoit son destin au cœur de l'Europe. C'est notre fierté, c'est notre vocation, et nous avons l'intention de la défendre. Et nous voulons une certaine Europe. Alors, les mots sont peut-être trop généraux, forte, volontaire, généreuse. C'est nécessaire à cause de l'époque. Notre monde est fait de bouleversements, de menaces, d'instabilité. Et nous essayons d'être à l'initiative. Nous jouons tout notre rôle, ici pour l'Europe, partout où il le faut et où nous le pouvons, au Sahel, en Irak contre le terrorisme, au Moyen-Orient, avec la question du nucléaire iranien. Et c'est là où j'éprouve une difficulté, puisque mon obligation gouvernementale nécessite que je lise la phrase qui m'est proposée. « Je veux saluer l'action déterminée et le talent de négociateur de Laurent Fabius. » Donc, je veux donc vous présenter mes excuses. J'ai fait la remarque au Premier ministre, j'étais tout à l'heure à l'Assemblée à ses côtés. Il m'a dit, mais ce n'est pas la première fois, tu avais lu un discours de moi où je disais « fils d'Espagnol », etc. Bon, donc tu avais une difficulté. J'avais trouvé une formule. Là, il y a la même formule, mais ce n'est qu'un exemple de plus de ma modestie connue. Ou encore... Bon, je passe. Mesdames et messieurs les sénateurs, l'Europe, dans la situation où nous sommes, dans le monde troublé qui est le nôtre, doit choisir. Et il faut absolument, si nous voulons pouvoir avoir la force de nos choix, être unis. Et si, par malheur, nous étions désunis, à ce moment-là, ce serait un coup très très fort porté à l'Europe et donc, par contre-coup, à la France. Un travail important, revenant à notre projet d'accord, reste à faire pour mettre concrètement en œuvre cet accord. Le Parlement grec doit se prononcer ce soir, d'autres vont le faire dans les prochains jours, mais il faudra aller au-delà. Nous devrons avoir la force politique de tirer toutes les leçons de cette crise pour en faire, si c'est possible, une opportunité. Déjà, nous avions tracé quelques lignes, quelques pistes dans notre discussion de la semaine dernière. Et le président de la République, hier, dans son intervention, a formulé quelques lignes de proposition en ce sens. Il nous semble que nous avons d'abord besoin d'un véritable gouvernement économique de la zone euro, au service d'abord de la croissance et de l'emploi. Il y a eu des progrès avec l'union bancaire, avec ce qu'on appelle, terrible jargon, le semestre européen, mais ce n'est pas assez. Il faut une coordination accrue des politiques économiques qui donne sa pleine place à une analyse globale de la zone euro avec ses forces, ses vulnérabilités, ses besoins. Donc ça, c'est le premier aspect, et le gouvernement français aura l'occasion, dans les semaines qui viennent, de préciser ses propositions. Il faut aussi plus de convergence. Ça fait très longtemps que nous disons qu'il faut regarder les choses en face. Une même monnaie n'a pas permis à nos économies de converger spontanément suffisamment. Et même parfois, c'est le contraire qui s'est produit. Ce n'est pas bon et ce n'est pas sain. Nous devons donc avancer, mais en le faisant par le haut, dans les différents domaines, sur le domaine économique, sur le domaine social, en rapprochant aussi les éléments fiscaux, en utilisant tous les instruments à notre disposition, la politique de cohésion pour accélérer le rattrapage économique et social entre États, le plan Juncker, les rapprochements dans le domaine social avec les pays qui y sont prêts, je pense en particulier à la question des rémunérations, et l'harmonisation et la lutte contre les stratégies d'optimisation fiscale. Ce sont des sujets qui ne sont pas faciles, ni techniquement ni politiquement,
Mais les différences qui existent nuisent à l'unité et à la stabilité de la zone euro. Et puis, nous avons également besoin de nous doter de moyens budgétaires. Il y a le plan Juncker qui a été mis en place, ce qui est court lorsqu'il s'agit de projets européens, en moins de 6 mois. Nous devrons, nous semble-t-il, aller plus loin en mettant en place, dans un deuxième temps, un véritable budget de la zone euro permettant de financer des investissements spécifiques en matière d'infrastructures, d'innovation ou encore de capital humain avec les ressources correspondantes. Ce sont quelques pistes et nous les préciserons dans les semaines qui viennent. On ne réalisera pas ces avancées et on ne pourra pas engager de nouvelles étapes en matière d'intégration sans les peuples et leurs représentants. C'est pourquoi il faut, là aussi, renforcer la légitimité démocratique de la zone euro. Cela concerne l'Europe, bien sûr, car aujourd'hui, tout le monde le constate, le Parlement européen n'est pas suffisamment associé aux travaux du semestre européen. Concrètement, la recommandation zone euro élaborée chaque année pourrait être transmise au Parlement européen et faire l'objet d'un débat démocratique. En outre, et c'est plus complexe, mais évidemment c'est beaucoup plus novateur, nous devons pouvoir l'inviter à s'organiser pour que les sujets propres à la zone euro soient davantage pris en considération en tant que tels. Ce n'est pas le cas, et c'est le sens de l'appel du Président de la République à mettre en place une sorte de parlement de la zone euro, et il faudra aussi, bien sûr, associer à cette action les parlements nationaux. Si nous prenons encore davantage de hauteur ou de recul, cette crise montre combien nous devons reprendre le chantier du projet européen dans sa globalité, avec vision, avec ambition, avec audace, car si la défiance s'installe ou accroît, si les populismes grondent, c'est aussi parce que l'Europe, depuis beaucoup de temps, a perdu de son élan et parce que souvent, l'Europe ne dit pas clairement vers où elle va, ou en tout cas qu'on ne comprend pas ce qu'elle dit lorsqu'elle s'exprime. Nous avons besoin de plus d'intégration, de plus de solidarité pour la protection et la prospérité des peuples. C'est vrai sur les questions économiques et monétaires qui sont absolument essentielles. C'est vrai aussi sur d'autres enjeux. Et vous pensez comme moi aux questions migratoires, où seule une politique vraiment commune et efficace pourra nous permettre d'avancer. Et puis, l'Europe, c'est plus que notre continent, et c'est plus sans doute que la somme des intérêts spécifiques de nos nations. C'est un certain nombre de messages, un certain nombre de valeurs qui peuvent résonner dans le monde entier. Les Européens, je le constate, ne le savent pas toujours et ne savent pas toujours non plus défendre au mieux leurs propres intérêts. Nous devons donc nous appuyer sur nos forces, sur nos talents, pour peser davantage sur l'ordre du monde, que ce soit dans le domaine commercial, où l'Union européenne fait figure de géant, dans le domaine de la culture, où nos industries sont puissantes, dans le domaine environnemental, où nous faisons la course en tête, déjà depuis plusieurs décennies. Je l'ai vu encore dans la négociation iranienne, où il y avait nos 3 pays européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et puis la haute représentante qui coordonnait un certain nombre de travaux. L'Europe ne doit pas avoir peur d'être pleinement elle-même, et elle doit assumer qui elle est, ce qu'elle fait, et le porter. Mesdames, Messieurs les sénateurs, vous allez être les premiers en Europe à voter. La responsabilité est donc d'indiquer le chemin. Et vous serez associés aux prochaines étapes de mise en œuvre de l'accord. Face à une crise, ce qu'on pourra appeler le dépit ne peut pas être une option. Il faut aller vers le rebond. Comme dans tout bon discours, il y a à la fin une citation, cette fois-ci du poète allemand Hölderlin, qui rend hommage en l'occurrence à l'île grecque de Patmos et qui a écrit « Là où est le péril, là aussi croit ce qui sauve ». C'est ce que je vous disais la semaine dernière, me rappelant mes humanités grecques. C'est le même mot qui, en grec ancien, kindunos, signifie le risque ou la chance. La crise que nous venons de connaître est aussi ce qui peut et doit nous permettre, si nous le voulons, de faire aujourd'hui preuve d'ambition pour l'Europe. Alors, essayons par nos votes d'avancer, essayons de continuer à écrire l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire l'histoire de nos peuples. Et c'est aujourd'hui, mesdames et messieurs les sénateurs, par votre vote, votre responsabilité. Merci. Merci, Monsieur le Ministre.